Si le règne de Louis XIV ou encore celui de Napoléon III ont été des périodes d'intense construction, qui laissent encore aujourd'hui une forte empreinte architecturale dans le paysage français, il n'en va pas de même du Premier Empire. Le règne de Napoléon Ier, pourtant si marquant dans les mémoires, n'aura pas été suffisamment long ni suffisamment stable pour laisser des traces profondes dans la pierre. Les édifices construits à l'époque, relativement peu nombreux et principalement inspirés d'antiquités romaines, témoignent pourtant d'un symbolisme fascinant, qui illustre l'autorité de l'État et la grandeur impériale. Mais c'est aussi une époque où, dans la continuité de la Révolution, on a détruit certains des plus beaux édifices historiques du pays. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une époque charnière de l'architecture française, entre ombre et lumière, le Premier Empire. Le règne de Napoléon Ier est tout d'abord une période où s'exprime pleinement le vandalisme architectural issu de la Révolution. En effet, en 1789 puis 1792, les biens du clergé et des nobles émigrés sont saisis et largement vendus comme biens nationaux. Pour combler la dette de l'État, les églises, abbayes et châteaux sont confisqués et cédés aux plus offrants. Beaucoup de ces édifices sont achetés à des prix très bas par des spéculateurs voraces qui les démontent pierre par pierre et les revendent au prix des matériaux. Ce sont ainsi des milliers d'édifices, souvent d'importance architecturale majeure, qui disparaissent suite à la vente des biens nationaux. Si les ventes ont principalement lieu dans les années 1790, c'est bien entre 1800 et 1820 qu'ont lieu l'essentiel des destructions en elles-mêmes. Napoléon Ier n'est pas l'initiateur de ce vandalisme qu'il n'a pas ordonné. Néanmoins, il a laissé les destructions avoir lieu sans intervenir. Les spéculations sur la destruction des châteaux et des abbayes étaient en effet largement le fait de la bourgeoisie d'affaires ayant orchestré la Révolution. Napoléon, héritier de cette même Révolution et appuyé par les milieux d'affaires, n'avait pas intérêt à revenir sur les ventes ayant fait la fortune de certains de ses protecteurs. C'est ainsi que disparaît par exemple l'abbaye de Cluny, l'un des plus grands édifices de la chrétienté, démonté à partir de 1809, ou encore le magnifique château de Marly, qui disparaît entièrement sous l'action des démolisseurs entre 1808 et 1816. À Paris, de nombreux édifices religieux sont également détruits, comme par exemple l'abbaye Saint-Victor, qui disparaît en 1811 pour être remplacée par une halle au vin. Si ces destructions ont fait la fortune d'une bourgeoisie montante aux méthodes souvent scandaleuses et qu'elles constituent une perte terrible pour le patrimoine architectural français, il convient toutefois de nuancer. En effet, le monde des grandes abbayes et des châteaux correspondait à un modèle de société déjà très déclinant au XVIIIe siècle. Cluny, où l'on trouvait plus de 1000 moines au Moyen-Âge, n'en comptait plus que quelques dizaines en 1789. Le déclin des abbayes est un phénomène très ancien, et ces immenses édifices, détruits suite à la Révolution, n'étaient pour ainsi dire plus que la coquille vide d'un modèle mourant. Aussi, l'adaptation des biens immobiliers de la noblesse et du clergé au monde moderne est un véritable enjeu post-révolutionnaire, qui aboutit bien souvent sur des échecs. Comment utiliser ces bâtiments dont l'entretien est extrêmement coûteux et qui ne sont pas adaptés aux activités nouvelles sur le plan fonctionnel? On essaye d'y installer des usines, comme par exemple à Marly dont nous parlions un peu plus haut. Cluny est pour sa part transformé en haras par Napoléon. D'autres édifices sont employés comme casernes ou même comme écuries, mais rien n'est réellement adapté. Cela est d'autant plus problématique dans les villes, où une immense partie des terrains est occupée par des couvents. Parfois, plus de 50% de l'espace urbain est ainsi encombré par un urbanisme dépassé, correspondant à un modèle de société désormais révolu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces chefs-d'œuvre architecturaux sont détruits. À la campagne, on abat ce qui serait trop cher à entretenir. En ville, il s'agit de libérer de l'espace et de remodeler l'urbanisme pour l'adapter au nouveau monde qui est en train d'apparaître. C'est à la charnière de l'Ancien Régime et du monde post-révolutionnaire dirigé par la bourgeoisie que se trouve Napoléon Ier. Héritier de la Révolution, il est un réformateur qui pose les bases d'un monde nouveau impliquant un remaniement architectural et urbanistique. C'est Napoléon III qui fera en grande partie construire ce que Napoléon Ier n'aura pas le temps de faire, c'est-à-dire les grands édifices publics que nous connaissons aujourd'hui et qui sont issus de l'héritage révolutionnaire, à savoir les bibliothèques, les musées, les hôtels de préfecture ou encore les mairies.
C'est encore Napoléon III qui fera aboutir avec le baron Haussmann un nouveau modèle urbain reflétant le succès d'une bourgeoisie qui n'a cessé de s'imposer depuis la Révolution, et qui pourra s'établir en centre-ville dans les grands immeubles construits au cours des années 1860. En fait, Napoléon Ier aura stabilisé les bases d'un nouveau modèle de société qui s'exprimera pleinement dans la pierre sous le règne de Napoléon III. Après avoir présenté ce qui a été détruit sous le Premier Empire, il nous faut maintenant parler de ce qui a été construit. Tout d'abord, Napoléon cherche à asseoir sa légitimité et à ancrer son pouvoir dans le temps long, en achevant de grands projets architecturaux. L'un de ses projets les plus importants est sa contribution à l'achèvement du Louvre. Depuis François Ier, le grand dessein vise à raccorder le Louvre aux Tuileries, pour créer un immense ensemble. Napoléon participe largement à ce projet. Il achève la cour carrée et unifie les façades, tout en poursuivant certains travaux de raccordement aux Tuileries. En outre, il contribue largement à l'avancée du chantier de l'église de la Madeleine, commencé sous Louis XV et interrompu par la Révolution. Choisissant l'architecte Pierre-Alexandre Vignon pour poursuivre les travaux, il décide de transformer l'édifice en temple à la gloire de la Grande Armée. C'est lui qui donne au bâtiment sa forme définitive, sans toutefois l'achever complètement. Cette politique architecturale ne se limite pas à la France. Elle accompagne l'expansion de l'Empire à travers l'Europe. C'est ainsi que l'empereur achève la cathédrale de Milan, où il s'était fait couronner roi d'Italie en 1805. Il mène également des travaux de restauration sur des édifices antiques à Rome. Il modernise le port d'Anvers et achève plusieurs palais dans les États de la Confédération du Rhin et aux Pays-Bas. Il se présente ainsi en France, mais aussi en Europe, comme le souverain qui met fin à l'inachèvement. L'aventure impériale est courte et principalement marquée par les guerres. Peu de moyens sont investis dans des réalisations architecturales inédites. Mais ce qui est nouveau vise toujours la grandeur. On retient notamment l'Arc de Triomphe de l'Étoile, construit par Jean Chalgrin à partir de 1806. L'Arc de Triomphe du Carrousel, bâti par Percier et Fontaine entre 1806 et 1808. La célèbre rue de Rivoli, qu'on doit également à Percier et Fontaine. La colonne Vendôme, inspirée de la colonne Trajane, est construite entre 1806 et 1810. Ou encore le Palais de la Bourse de Paris, édifié par Brognard à partir de 1808. Ces constructions, qui se positionnent dans le courant néoclassique, sont de pure inspiration antique, mais plus précisément romaine. En effet, Rome représente pour Napoléon un idéal de grandeur sur tous les plans. La tendance à la reproduction des modèles antiques est déjà ancienne en France, puisqu'elle s'exprime dans le classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles. Toutefois, les premières campagnes de fouilles réalisées à Pompéi en 1748 donnent une nouvelle impulsion à l'architecture. Elles conduisent en effet au développement de l'archéologie. En France, on s'intéresse aux vestiges antiques, principalement présents dans le sud du pays. L'intérêt pour ces vestiges issus de l'histoire de la Gaule romaine conduit à des campagnes de restauration, et donc à une redécouverte par les architectes des arcs de triomphe, temples à colonnes et autres arènes. Comme durant la période classique, l'Antiquité reste donc la référence. Mais il y a dans le néoclassicisme toute l'influence de l'archéologie, avec un souci de copie plus précis, ainsi qu'une volonté de se réapproprier une architecture historique. Suite à la Révolution, on voit en effet se développer le nationalisme, qui s'appuie sur l'histoire pour créer une identité. La réappropriation de l'esthétique romaine par Napoléon est ainsi un message politique et identitaire. Il positionne le pays dans son héritage romain, évoquant puissance, ordre et stabilité. Quand la France prend Rome pour modèle, les États germaniques s'approprient pour leur part l'héritage grec, porteur d'une autre identité culturelle, incarnant pureté et raison. L'architecture néoclassique allemande, qui s'exprimera notamment avec Schinkel, se référera à des temples grecs plus épurés, donnant la priorité à la proportion et à la clarté. Mais ça, c'est encore une autre histoire.